Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des fonctions en assembleur. Alors c'est un concept important, il ne faut pas se le cacher. Les fonctions en assembleur, ça va être la seule notion, en tout cas pour l'instant, que je vais segmenter en plusieurs parties parce que je pense que c'est une notion qui est assez importante et qui du coup va me prendre pas mal de temps à expliquer. Du coup la première partie ça va être sur le prologue et l'épilogue de fonctions en assembleur. Donc il n'y a pas de problème, je vais expliquer ça en détail dans mes vidéos. Mais du coup, théoriquement, cette vidéo devrait être un peu plus courte que les autres. Et du coup, c'est pour ça que je vais en faire plusieurs parties sur les fonctions. Du coup, c'est parti. Donc là, je pars du principe, bien sûr, que vous savez ce que c'est une fonction, logiquement. On va avoir plusieurs mots-clés. Donc, pour un peu introduire les fonctions C, c'est de type. On déclare un type. Par exemple, int main, c'est une fonction. Et on return une value. Du coup là, on a son type, on déclare où est-ce que va être notre fonction, et on fait un return. Et on donne la valeur à retourner, qui peut être une variable. Du coup, en assembleur, on va retrouver un peu cette structure, mais ça va quand même être bien différent. Alors tout d'abord, pour créer une fonction, donc pas pour l'appliquer dans notre code, mais pour la créer, on va tout simplement devoir... là, je pense que je vais un peu mettre des séparations. Ouais, là. Ça, c'est une réimplémentation que j'ai faite de la fonction strlen. Du coup... Toc. Donc là, on a notre petite strlen. Voilà. Du coup, j'ai créé une première étiquette où j'ai mon prologue de fonction. Donc là, ça peut être apparenté à notre déclaration de main. Toc. Et à partir de là, je vais avoir mon prologue de fonction, des instructions qui peuvent varier suivant les paramètres, mais ça, on le verra dans la prochaine partie des fonctions. On jump à une autre étiquette, ok, qui est en fait une boucle, hein, comme on l'a vu dans notre précédente vidéo. Et au bout d'un moment, on va jump à end. Et là, on va avoir un... Comment dire il va jump à l'épilogue de la fonction. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille potentiellement de faire. C'est quand vous avez des codes qui sont un peu gros et quand vous avez pas mal de fonctions, vous pouvez tout simplement faire un épilogue de fonction qui est en fait une étiquette. Donc mon épilogue de mon étiquette à laquelle jump ma fonction à la fin, c'est en fait une étiquette qui comporte les deux instructions de l'épilogue d'une fonction en ASM x86-64. Et même assez généralement finalement. Du coup, quelles sont ces instructions, ce prologue et cet épilogue? Donc là, le but de cette partie, ça serait de faire une fonction qui fasse un hello world, en fait, faire un call, appeler une fonction de notre flux appelant, qui call, qui exécute l'instruction hello world, et après retourner dans notre flux appelant. Donc c'est un peu si j'avais une fonction hello world, de type void, qui ne prend aucun argument, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et qui fasse juste un printf.
Ça, c'est en fait le but. Et du coup, de faire que dans notre main, de faire un hello world. Toc. Bien sûr, un point virgule. Et là, on est bien. Donc, théoriquement, notre main, qui est elle-même une fonction, ça va être le flux principal en fait. Ça, ça va être en fait l'appelant. Donc, c'est-à-dire, vous doutez bien que, vu que main c'est une fonction, il y a un bout de code dans notre exécutable qui va appeler cette fonction. Du coup, c'est l'appelant de main, et main, c'est l'appelant de la fonction hello world. Le flux appelant. Donc, ça, c'est quelque chose à comprendre. Moi, quelque chose d'autre à bien assimiler, c'est que. Oh non. Ma start, c'est pas une fonction. Il n'y a pas eu de call. Il n'y a pas eu de call start. Du coup, là, j'ai indiqué à mon linker que le point d'entrée du binaire il commençait à start et que l'exécution du coup commençait à start. Du coup, c'est à partir de là que ça va commencer. Et il n'y aura aucun call start, contrairement au ellipse start main. Enfin, contrairement au binaire en C où il call main. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Ouais. Du coup, là, on a vu au début de notre strlen deux instructions. Un peu BP et un mauvais SPRBP. Donc ça va constituer vraiment le prologue de notre fonction. J'avais déjà montré dans ma vidéo sur mail.sc. On avait déjà vu quelques registres, mais on n'avait pas vu. Je n'avais pas vraiment expliqué ce que c'était RBP en fait. Et du coup, là, je vais essayer de vous expliquer. On va approfondir le concept de sec. Pour ça, je propose de. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va RM ça. Donc là, on va essayer de débugger un binaire en C très simple. Du coup, on pose un breakpoint sur le main. On va pas voir le code du main. Mais du coup, on voit. Oh ouais, non, si je pense que c'est mieux. On va del tous les breakpoints. On fait un starty en fait pour. Pourquoi le starty en fait, ça va être un peu. Bon, ça vous a sûrement pas échappé. L'étiquette qu'on a ici, la start entre guillemets, c'est la même que l'étiquette à laquelle on a dit à notre linker, bah l'exécution elle commence là. Voilà. La start en fait c'est celle qui va un peu setup la mémoire pour notre main. Du coup, on voit quelque chose d'important au niveau des registres. Qu'est-ce qu'on a comme registres qui sont 7? Ils sont tous à 0, sauf RIP, l'instruction pointer qui pointe, qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc ça, c'est important à savoir. RIP il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Et on voit RSP qui pointe vers 1. Pourquoi? Parce que vu que notre binaire il a été load, il y a forcément des valeurs qui ont été push sur la stack. Et notamment, si vous avez suivi ma vidéo sur les arguments utilisateurs, ma deuxième vidéo sur l'assembleur, argc et après notre cararv. Cararv qui est un pointeur, un tableau bidimensionnel qui va contenir pas mal de pointeurs. Mais du coup, ça, ce qui se passe, c'est que tous
tous les autres registres sont égaux à 0. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, on va voir le call au main. Là, il y a d'autres calls. Je peux y revenir. Hein. Enfin, je peux y revenir. Je peux y venir tout simplement. Toc. On voit plein de choses. Mais nous, on cherche notre main. Ah, notre main, il est là. Bon, on a pas mal de choses qui sont push. Nos registres ont commencé à être 7. On voit toujours que RBP égale à 0. C'est très important de le retenir. Du coup, on va poser un breakpoint à l'adresse du main. Continuer. Et on voit que RBP, il vaut maintenant en fait une valeur. Qui est en fait visiblement... Ah, ça peut être quoi? Ah, je pourrais tenter de Ah, bref, on voit que maintenant il c'était une valeur avant d'être push. Ah non, il a été push du coup. Non, il a pas été push. Ça c'était notre RIP visiblement. Ouais. Visiblement ça c'était RIP. Ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mot-clé, une mnémonique qui a été utilisée, la mnémonique call, plus une étiquette. Là c'était l'ipc start main. Donc c'était notre ipc start main. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le call, il a jump à cette étiquette, mais avant il a fait un peu RIP. C'est-à-dire qu'il a mis sur la stack. Il a mis ça sur la stack. Il a mis l'adresse de l'instruction après le call en fait. Donc ça peut avoir... Enfin d'ailleurs c'est une utilité incroyable quand on aura vu le concept en lui-même. Mais comme ça, vu indépendamment du reste, ça n'a pas grand sens. On voit que notre prologue de fonction fait qu'il push sur la stack la valeur de RBP. Donc ma foi, pourquoi pas. Et on voit qu'il y a un move RSP RBP. C'est-à-dire qu'il met le stack pointer dans le base pointer. On va faire un i. C'est-à-dire que le stack pointer va être égal au base pointer. Donc voilà, ça c'est... Ça aussi, ça n'a pas... Enfin... Ça n'a pas grand sens vu comme ça. On va essayer d'aller à l'épilogue maintenant. Le problème c'est que j'ai pas les adresses du... Ah, voilà. Donc on voit qu'au fil du programme, on a eu des valeurs qui ont été push. C'est normal, hein. Même si on est en 64 bits, la stack elle est quand même pas mal utilisée. Donc on voit qu'il y a des valeurs qui ont été push. Et le principe en fait, même d'une fonction, vous le savez d'ailleurs, hein, c'est que les variables sont créées à l'intérieur d'une fonction. Donc ça va être assez équivalent au push d'une fonction. C'est-à-dire, donc la stack, je vous rappelle que c'est une unité de stockage finalement. Donc ce qui va être stocké, les variables et les informations qui sont stockées sur la stack, oui, et qui ont été stockées sur la stack par une fonction, quand la fonction va se terminer et va retourner au flux appelant, la stack doit être l'état de la stack doit être identique à l'état avant le call de la fonction. C'est pour ça qu'une variable locale a une portée limitée à sa fonction en fait. Et que pour modifier pour lui augmenter cette portée, on fait des passages par adresse ou ce genre de choses. Et ça c'est le passage de paramètres. Ou bien on accède directement à l'adresse. Mais ça c'est
Mais justement, vu que ça fait pas interférer la stack, sa portée n'est pas limitée. Euh, on voit, du coup, on a vu la mnémonique call, qui est égal à un push RIP et un jump à l'étiquette. Et maintenant, on voit deux choses. On voit leave et ret. Alors leave, bon, je reviendrai plus tard, mais ce sera pas forcément indispensable à chaque fois. Leave en fait, c'est une concaténation de deux instructions en fait. Un mov RBP RSP. Donc je vous rappelle que RBP c'est ça, hein. Enfin, c'est plutôt ça finalement. C'est une stack address qui est en fait. D'ailleurs, on peut pas. RBP. On voit très bien, hein. C'est une stack address qui pointe vers une instruction. Vers l'adresse d'une instruction. Du coup, en fait, RSP RBP, ils vont tous les deux contenir des stack address, oui, on peut le dire. Et en fait, du coup, RSP, vu qu'il pointe vers la dernière valeur push sur la stack, donc ça c'est RSP, il a une stack address, et à cette stack address, codée sur 8 octets, vu qu'on est en 64 bits, on a une adresse à laquelle se trouve la valeur entière 1. Mais ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est une variable locale. C'est-à-dire qu'elle a été push par la fonction qui a été appelée. Du coup, vu qu'on veut vraiment détruire tout ça, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit on fait un mov RBP RSP, c'est-à-dire que le mov RBP RSP, ça va faire que, vous vous souvenez très bien qu'au début de la fonction, il y a eu un push RBP, un mov RSP RBP. C'est-à-dire qu'on a mis le stack pointer au même niveau que le base pointer. Je sais pas trop si vous voyez le truc. Après le call, comment dire, oui, juste après le call, avant que ça soit exécuté, il y a eu un push de RIP. C'est-à-dire que la stack RSP, il valait ça. Après, il y a eu un autre push. Donc RSP valait ça, et RBP avait une autre valeur. Et après qu'on ait fait ce mov RSP de RBP, en fait, il valait cette adresse, cette stack address, et il pointait vers en fait sa sauvegarde. C'est hyper ingénieux comme système. C'est un système assez incroyable. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en faisant un mov RBP RSP, en mettant cette stack address dans RSP, on va détruire toutes nos variables locales. Là, en l'occurrence, on n'avait que 2, mais si on avait eu 100, on aurait détruit les 100 variables locales, sans possibilité de sauvegarde. Et du coup, ça nous permet de revenir à l'état du push RBP, et du coup, pour éviter de sortir directement de la fonction en ayant ces deux valeurs qui sont push en plus de l'état initial de la stack avant le call, on va pop la sauvegarde de RBP dans RBP. Donc en fait, RBP va se voir rétablir sa précédente valeur. Du coup là, quand on arrive juste après le leave, on se retrouve avec ça sur la stack. Et d'ailleurs, on en est où là? On en est au leave. On va... Voilà. Et là, on voit qu'il n'y a plus que RSP vaut maintenant... on va regarder les valeurs de... Toc. RBP, il s'est vu rétablir sa précédente valeur. Et RSP, il pointe maintenant vers la sauvegarde de RIP qui avait été push par le call. Du coup, vient la fameuse instruction ret qui va enlever cette adresse de la stack, il va la dépiler pour la mettre dans l'instruction pointer et il va jump à cette adresse. Pourquoi? Au moment du push RIP par le call, RIP valait l'adresse de l'instruction d'après. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, si je fais un any,
Je reviens, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que ouais, c'est bon? Donc là, vous voyez, je suis passé à l'instruction d'après. Du coup, RIP, il a été dépilé. Il y a eu notre pop RIP. L'adresse de l'instruction après le call a été dépilée et mise dans RIP. Et on a jump en fait vers RIP. Et RIP valant toujours à chaque fois l'adresse de la prochaine instruction. Le jump RIP, c'est une formalité. Enfin, de toute façon, c'est d'ailleurs le principe d'exploitation de buffer overflow. À partir du moment où vous arrivez à contrôler RIP, vous pouvez lui faire exécuter n'importe quoi. Du coup, à partir du moment où on a mis l'adresse d'une instruction de RIP, elle va se faire exécuter. Et c'est le principe en fait du call qui va push RIP et à notre épilogue de fonction, le ret il va pop cette valeur de RIP et il va jump dessus. Et donc là c'est incroyable parce que l'état de nos stacks était exactement identique à l'état de la stack avant le call. Alors que pourtant il y a eu plusieurs variables locales qui ont été créées. Et la stack a beaucoup été manipulée. Donc c'est un fonctionnement qui est assez ingénieux finalement. Mais vous voyez que le leave, il n'est pas forcément utile parce que il fait un mot RBP-RSP, mais le mot RBP-RSP, il est utile que quand il y a des variables locales qui sont créées. Ce qui n'est pas forcément le cas. On aurait pu directement passer au pop RBP. Et ce qui aurait fait que si... est-ce que je pourrais pas avoir un code où j'ai pas de variable locale? Un truc simple. Non, je sais pas trop, mais en fait, j'ai pas un code très très simple. Un put, c'est trop facile, c'est un put. Il n'y a aucun push. Là, il n'y a pas de push. Euh... Ah oui, mais ça, c'est juste une fonction. Euh... Non. Est-ce qu'on a des push là? Il n'y a pas de push. C'est le STR qu'on a. On va faire un start pour entrer dans le start. Tac. Donc, état de stack basique. Toc toc toc. Donc là, ça nous intéresse pas. Il n'y a aucun call. YouTube. Donc là, là c'est juste une petite implémentation de la tour que j'ai faite. Du coup, on voit que l'état de stack il est normal. Hein. Il y a un argument qui est donné, une chaîne de caractères. On va aller dans la fonction. On voit qu'il y a un push RBP et un mauvais RSP RBP. Donc du coup, logique. On a notre RIP qui a été sauvé. On a notre RBP qui vaut 0 qui a été push. On voit un call à check string. Est-ce que ce serait pas le moment? Il me semble que dans cette fonction, il n'y a aucune valeur push. Bon, c'est pas grave. Du coup là, le leave, il est pas forcément... Non, le leave est inutile là. Parce que on n'a eu aucune... comment dire? On n'a eu aucune variable locale qui a été créée. Du coup, RBP, il vaut RSP en fait. RSP pointe vers la sauvegarde d'RBP. Et si on regarde bien, RBP est égal à RSP. Du coup, faire un move RBP dans RSP ne sert à rien. On aurait pu directement faire un pop RBP. C'est pour ça que le leave n'est pas forcément utile. Mais par souci
de clarté et pour pas se tomber parce que c'est une contrainte quand même de rien push dans une fonction. Bah personnellement moi j'utilise toujours live comme ça, on est sûr. Mais c'est sûr que c'est forcément plus lourd vu que au niveau des opcodes ça coûte plus cher quoi, c'est plus lourd. Bon c'est très négligeable mais c'est à savoir. Du coup on a vu ce que ça faisait à peu près le push RBP et le move RSP RBP, le prologue et l'épilogue de fonction. On a vu l'instruction call et ret. Du coup, là, ce que je propose de faire, c'est de créer un fichier qui, comme on l'a dit, va tout simplement. On va faire un le.sm. On va copier-coller ceci. On va copier-coller tout de base. Ouais, ça. Toc toc. Comme ceci. La base, ça n'a pas besoin. Là, on va plutôt faire Hello World. Là, on va la mettre. Donc, on va juste faire un call dans la start. On va pas s'embêter. Hein. On va faire un call du coup à Hello. Donc là, c'est. Attends, on l'avait appelé comment dans fonction? On l'avait appelé comment? Hello World, non? Ouais, on l'avait appelé Hello World. Du coup, call Hello World. Et Hello World, ça va être une étiquette. Donc là, il n'y a pas de contrainte particulière pour déclarer une fonction. On met juste étiquette. Donc moi, des fois, ce que je fais, c'est que je fais des séparations. Parce que sinon, j'arrive pas à me retrouver, mais par contre, toc, je préfère. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a vu, prologue de fonction. Et après, bon ça c'est, donc on va push la valeur des RBP sur la stack pour la sauvegarder. Et on va faire un move dans RBP. On va mettre RSP. Donc c'est-à-dire qu'RBP il avait une valeur arbitraire et on va lui donner la stack address qui est dans RSP. Et du coup, qui vont pointer vers la même valeur. Du coup, là, on peut commencer à écrire le programme. Je vais faire un petit copier-coller. Hein. Ouais, mais non, c'est trop compliqué. Bon, on peut écrire allemand, mov rax. Ah, mais peut-être que je pourrais faire un copier-coller de notre premier programme. Bah oui. Comme ceci. Ok, ok. On va l'appeler hello du coup. Oui, du coup, on va déclarer la taille de hello. Hello len equal à taille de hello. Et là, théoriquement, ça va marcher. Donc là, on fait une syscall et on fait un jump à ret comme j'avais souvent fait. Et ret, c'est pour vous montrer que on peut mettre autant d'étiquettes qu'on veut dans une fonction. Donc ça va être un peu comme un goto en fait, un jump. Et on va tout simplement faire un épilogue de fonction, un live et un ret. Donc là,
le live est pas forcément utile parce qu'on a un push. Du coup, je peux théoriquement faire un pop RBP. Déjà, on va tester comme ça. Ouais, on va tester comme ça. Et on va créer l'étiquette exit pour exit le programme. Et on veut faire move. Ce qu'on va exécuter maintenant. Et là, incroyable, ça nous print bien Hello World. Du coup, je rappelle très rapidement ce qu'on a fait. On a indiqué à notre linker que le point d'entrée du binaire c'était le occurrence exécution, c'était la start. Et dans la start, on fait un call à notre fonction. Fonction qui nous print Hello World, qui a un prologue et un épilogue. Et après, on quitte. On va très très rapidement débugger ça. Donc là, on voit que tous nos registres sont à 0 à part RSP enfin, il y a forcément des choses sur la stack, donc RSP est forcément 7. Et RIP qui est forcément 7 vu qu'il y a des instructions à exécuter. Du coup, notre stack ressemble à ça. Du coup, RPP il est égal à 0 et 2. Et du coup, après notre. Donc, je vais aller dans la fonction. On voit que ce qui a bien été push la sauvegarde de RIP a bien été push RBP. Et on voit maintenant que RBP et RSP valent la même chose. Du coup, je continue. Après le live, on n'a plus de. Il y a eu notre pop RBP, donc c'est bon. Et après le ret, il y a eu notre pop RIP et notre jump sur RIP. Du coup, c'est bon. Il a jump ici. C'était très bien. Maintenant, je vous ai dit que le live était pas forcément très intéressant. Pour Opti, on aurait pu faire ça. Ça nous fait exactement la même chose, ça marche parfaitement, il n'y a aucun problème. Du coup, je vais pas le redébugger puisque c'est exactement la même chose. Vu que dans notre fonction, on n'a déclaré aucune variable locale, pas besoin de faire un live, un pop RBP suffit amplement. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a appris des choses. Du coup, c'est que la partie 1, on verra dans la partie 2 toutes les calling conventions, c'est comment passer des arguments à une fonction pour faire de la programmation modulaire. Et bien, à la prochaine vidéo, salut!